16h45, bienvenue dans votre grand dossier LCI, grand dossier édition spéciale évidemment après cette déclaration de Sergueï Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe, qui annonce que Kiev aurait attaqué une des résidences officielles de Vladimir Poutine cette nuit. Au moins 91 drones auraient attaqué cette résidence. Tous auraient été détruits selon Moscou, qui annonce évidemment devoir revoir sa position dans les négociations en vue de cette attaque. On en parle évidemment avec tous mes invités, évidemment édition spéciale sur LCI avec le colonel Michel Goya. Merci d'être avec nous, colonel, éditorialiste ou plutôt spécialiste géopolitique sur LCI. Magali Barthès également, éditorialiste géopolitique sur LCI. Guillaume Roquette est avec nous. Bonsoir, directeur de la rédaction du Figaro Magazine. Et on est très heureux d'accueillir également Claude Blanche-Maison. Bonjour. Bonjour. Monsieur Blanche-Maison, ancien ambassadeur notamment à Moscou. Alors évidemment, l'actualité, elle évolue de minute en minute. Je le disais, on va voir tout de suite cette déclaration du ministre des Affaires étrangères russe, Sergueï Lavrov. Donc annonce il y a quelques minutes, Kiev a lancé une attaque de drone contre la résidence officielle du président russe dans la région de Novgorod dans la nuit du 29 décembre. Cette nuit, donc, 91 drones ont été détruits. Je me retourne d'abord vers vous, Magali Barthès. Vous nous disiez tout à l'heure qu'il fallait être très prudent avec cette déclaration. Qu'est-ce que vous en pensez pour cette première réaction ? Oui, parce que il est certain que si c'était confirmé, et vraiment on va attendre qu'elle le soit, ça voudrait dire que les Ukrainiens ont cherché à frapper la résidence de Vladimir Poutine au moment où Volodymyr Zelensky était en Floride pour les négociations avec Donald Trump. La concordance des deux rendez-vous, évidemment, déclencherait la fureur de Donald Trump, vous vous en doutez, et tout ça, finalement, joue le jeu aussi de la Russie, de dire, vous voyez bien que les Ukrainiens ne veulent pas négocier. C'est pour ça que j'appelle quand même à la prudence de savoir si tout ça est véritablement confirmé. Au moment où on parle, ça correspond à l'agence russe, l'agence TASS, qui reprend les propos du chef de la diplomatie russe. Et ce qui est intéressant dans les déclarations de Sergueï Lavrov, c'est qu'en effet, il lie ce qui se serait passé, donc cette attaque de drone au-dessus de la résidence de Poutine, avec les négociations, en disant, pour le moment, la Russie ne se retire pas de la négociation avec l'Ukraine, mais si l'on comprend bien, se réserve le droit quand même de faire évoluer sa position. Donc attendons, parce que y a-t-il eu vraiment une provocation ukrainienne, une volonté de frapper la résidence de Vladimir Poutine, ou est-ce que les Russes ont intérêt aussi, pour faire capoter ces négociations, à agiter cet épouvantail de Vladimir Poutine qui aurait pu être éliminé par les Ukrainiens. Vous voyez, on est dans un moment qui est extrêmement critique, où les négociations sont très difficiles, et donc cette annonce tout à coup cet après-midi de cette supposée attaque ukrainienne pour tenter d'éliminer Vladimir Poutine, je pense qu'il faut la prendre avec beaucoup de prudence. Claude Blanche-Maison, est-ce que vous partagez cette prudence ? Il faut en effet être très prudent. J'ajouterai un élément, c'est que depuis ce qui s'est passé hier, les Russes sont sans doute à la recherche d'un moyen de discréditer Zelensky. Parce que qu'est-ce qui s'est passé hier ? Il s'est passé que pour la première fois, Donald Trump a reconnu la légitimité du président ukrainien, alors que jusqu'à présent, il la contestait. Il l'a contesté, comme d'ailleurs la conteste le président Poutine. Il était d'accord sur ce point. Or, hier, il l'a reçu avec le tapis rouge, avec la moitié de son gouvernement, avec les drapeaux. Pendant 4 heures, il y a eu une discussion délégation à délégation, de façon très professionnelle, à Mar-a-Lago. Donc maintenant, le seul interlocuteur ukrainien, c'est Zelensky. Et c'est très désagréable à entendre, à voir surtout, puisque ça a été vu à la télévision, par Poutine et par le Kremlin, qui passaient leur temps à le discréditer. Et dans une atmosphère assez confortable, puisque dans le fond, Trump était d'accord pour dire, oui, en effet, il n'y a pas eu d'élection, il faut faire des élections. Et dans le fond, ce petit histrion n'est pas vraiment représentatif de l'Ukraine. Donc, effectivement, est-ce que c'est... Alors ça voudrait dire que c'est une invention. C'est grave de dire ça aussi, parce qu'on n'en sait rien. Il y a peut-être eu en effet des drones qui se sont dirigés sur l'une des résidences de Poutine. Il y en a beaucoup, les résidences de Poutine. On ne sait jamais dans laquelle il est d'ailleurs, donc je ne suis pas trop inquiet sur sa santé. Mais pour le reste, effectivement, on peut aussi imaginer
que tel ou tel élément intérieur au renseignement aux forces spéciales ukrainiennes ait pris une initiative dans le dos de M. Zelensky. On peut tout imaginer. Mais moi, mon hypothèse principale, c'est voilà un très bon moyen pour discréditer M. Zelensky, qui hier a été boosté par la rencontre de Mar-a-Lago et qui maintenant, aux yeux des Occidentaux, de tous les Occidentaux, y compris M. Trump, est le représentant légitime de l'Ukraine et c'est avec lui qu'on pourra négocier le cessez-le-feu et le traité de paix. Alors justement, regardez la carte précisément où se trouve Novgorod, où se trouve cette résidence officielle du président russe. On est à environ 800 km de la frontière ukrainienne à peu près. Donc, colonel Michel Goya, est-ce que concrètement, déjà, première question, est-ce que les Ukrainiens ont de tels engins pour pouvoir toucher une résidence officielle à 800 km de leur frontière ? La réponse est oui. Techniquement, oui, bien sûr, c'est possible. Maintenant, est-ce que c'est vrai ? Ça, c'est une autre question. Si vous voulez, il y a deux hypothèses dans cette affaire. C'est soit, effectivement, les Russes disent vrai, c'est une attaque ukrainienne sur une résidence de Vladimir Poutine. Bon, les services ukrainiens n'ont jamais fait mystère de leur volonté de tuer Poutine s'ils en avaient l'occasion. Maintenant, c'est pas comme ça qu'on fait pour tuer un dirigeant. C'est pas en balançant des drones. Alors, à moins d'avoir un observateur qui est juste à côté, qui sait très précisément que Vladimir Poutine est là et dans sa cuisine est en train de prendre un café. Ça ne sert à rien de balancer des drones sur une résidence, d'autant plus que, comme vous l'avez dit, il y en a plusieurs, qu'on ne sait pas où est Vladimir Poutine, que ces résidences sont protégées. Donc, si vous voulez, techniquement, ça ne sert à rien de vouloir tuer quelqu'un en le bombardant de drones sur quelqu'un comme Poutine. C'est pas le procédé, le modus operandi qu'on pourrait... Non, ça sert à rien. Donc, est-ce que éventuellement on a voulu faire marquer le coup, faire une provocation, faire un pied de nez. Alors ici, regardez, on est capable d'attaquer Poutine n'importe où. Bon, ok. Toujours est-il que, globalement, ça sert plutôt les intérêts de la Russie, cet événement. Donc, dont l'hypothèse 2, c'est que c'est l'hypothèse du faux drapeau. C'est du mensonge. Et le problème, c'est que les Russes ont quasiment inventé ce concept et qu'ils l'ont largement pratiqué dans le passé. Et donc, et je termine là-dessus, en termes militaires, on qualifie toujours les renseignements en fonction de la fiabilité de la source et de la vraisemblance de l'événement. La fiabilité de la source, Lavrov et les autorités russes, elle est nulle. Ces gens-là ont menti régulièrement, donc fiabilité, on classe de A à D, fiabilité D. Vraisemblance de l'événement, il n'a pas été recoupé, il n'y a pas d'éléments de preuve, il n'y a pas plus d'éléments de preuve que de simples déclarations, donc c'est possible. Mais c'est quand même assez peu probable. Vous avez tous fait le lien avec les négociations qui ont lieu justement en Floride, à Mar-a-Lago, hier notamment entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky. On va retrouver justement sur place Pierre Barbin. Vous avez suivi cette rencontre hier et j'imagine que ces déclarations de Sergueï Lavrov elles vont quelque peu modifier, un tant soit peu, ces négociations. Oui, parce qu'on se souvient de cette conférence de presse il y a à peine 24 heures, c'est vrai, entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky, en expliquant que ces discussions avaient été très fructueuses et qu'on avançait justement vers ce plan de paix, vers ces négociations en tout cas, pour mettre fin à cette guerre en Ukraine qui dure depuis presque 4 ans maintenant. Donald Trump avait expliqué que 95% des progrès avaient été faits ce dimanche à Mar-a-Lago lors de cette rencontre avec Volodymyr Zelensky, mais c'est vrai qu'il y a cette information qui provient désormais de la Russie qui peut mettre à mal justement ces négociations. Le Kremlin l'explique d'ailleurs clairement que sa position pourrait changer dans les négociations dans les heures à venir, forcément avec cette information. En tout cas, on sait qu'il y avait eu des progrès effectués entre le clan de Donald Trump et le clan de Volodymyr Zelensky au cours de ces 3 heures de discussion. On sait d'ailleurs aussi que Donald Trump avait eu un petit peu plus tôt dans la journée Vladimir Poutine au téléphone. Il l'avait lui-même expliqué sur son réseau social Truth. Bien évidemment, au cours de cette réunion bilatérale, il y a toujours des sujets sensibles et épineux. La question du Donbass, cette gestion des territoires, la question de la gestion de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia. Mais c'est vrai qu'on avait l'impression qu'on avançait vers cette paix qui s'amorçait, en tout cas un premier espoir d'une paix en Ukraine. Et c'est vrai qu'il y a désormais moins d'optimisme. Pour l'instant,
Donald Trump n'a pas réagi sur ses réseaux sociaux. On est en fin de matinée ici aux États-Unis. L'information vient d'être publiée, vient de sortir. Donc officiellement, le président américain n'a pas réagi, mais il le fera sans doute dans les minutes ou dans les heures qui suivent. Merci beaucoup Pierre Barbin. Merci également à Lila Badrina qui est avec vous. Guillaume Roquette, Pierre Barbin le disait justement, on était à 90% d'un accord selon les deux dirigeants. Est-ce que là, que ce soit vrai ou non d'ailleurs, est-ce que là on n'est pas retombé à 50, 40% d'un accord? En tout cas, oui, on peut se poser la question. On peut dire effectivement cette provocation, si elle est avérée, tombe à pic pour les Russes, parce qu'on sait que cette solution qui se dessinait avec notamment des zones démilitarisées dans le Donbass, qui ne passeraient pas sous le contrôle de la Russie, ce serait acceptable entre guillemets pour l'Ukraine, et avec un Trump pressé d'en finir, mettant la pression sur Vladimir Poutine, il y avait une conjonction des astres qui clairement avait changé en faveur de l'Ukraine. Maintenant, mettez-vous à la place de Zelensky. Ou bien c'est vrai, parce qu'il y a eu effectivement une tentative de destruction d'une résidence de Poutine. Et là, il est idiot, ce que j'ai du mal à croire. Ou bien c'est faux, et dans ces cas-là, il va démentir très vite. Il va dire c'est pas nous. Dans le passé, c'est fait. Oui, c'est fait. C'est démenti. C'est les Ukrainiens. Enfin, Mais pouvait-il dire autre chose? Alors non, mais dans ces cas-là, il dit non. Il dit que c'est pas vrai. Ce qui est d'ailleurs, ça prouve que c'est probablement le cas, parce que dans le passé, quand Kiev avait réalisé effectivement des opérations dans la profondeur russe, il commentait pas. Il disait ça c'est vrai ou c'est pas vrai. Là, ils disent que c'est faux. Qu'est-ce que fait Lavrov en face? Ou bien il a des éléments tangibles, ou bien il a des photos, ou bien il a des captures de drones, ou bien il a des images qui permettent d'accréditer le truc. Sinon, la Russie, elle se couvre de ridicule. Tous les médias du monde entier ont les yeux focalisés sur cette histoire. Vous avez basculé en édition spéciale. Si on découvre si c'est une baudruche qui se dégonfle, mais les Russes perdent la face. Et à mon avis, ça c'est un truc que Poutine n'aime pas faire. C'est pour ça que ça ressemble effectivement à une espèce de machination, une invention russe, mais c'est presque idiot. C'est pour ça que moi j'ai des interrogations et que je suis prudent. Alors justement, vous l'avez dit, Volodymyr Zelensky, il a réagi il y a quelques minutes. Et vous l'avez dit, c'est intéressant parce qu'il a réagi tout de suite, alors que parfois, l'Ukraine, Kiev a mis beaucoup de temps. Voilà sa réaction. Cette prétendue attaque contre une résidence est une pure invention destinée à justifier de nouvelles attaques contre l'Ukraine, ainsi que le refus de la Russie de prendre les mesures nécessaires pour mettre fin à la guerre. Lui aussi, Volodymyr Zelensky, il met en parallèle cette information de Moscou dans le processus de négociation. Et il a intérêt à démentir extrêmement vite, en effet, avant que l'information ou cette rumeur, en tous les cas, ne se propage davantage. Parce que là, il joue sa crédibilité vis-à-vis des Américains. Il faut remettre vraiment cette affaire-là dans le cadre des négociations qui sont en cours. Volodymyr Zelensky ne cesse de dire à Donald Trump que lui veut la paix, qu'il est prêt à faire cette paix, qu'il est prêt à des concessions extrêmement importantes qu'il soumettra au peuple ukrainien. Et donc, si vraiment le jour même où il dit ça à Donald Trump, il va frapper la résidence de Vladimir Poutine, c'est tout son discours qui s'effondre. Donc il a vraiment intérêt à tout de suite démentir, mais là ça va être parole contre parole. C'est-à-dire qu'on sait que Vladimir Poutine, il peut aussi appeler, on l'a vu hier, Donald Trump pour justement plaider sa version de l'affaire. D'après ce qu'on comprenait en entendant le porte-parole du Kremlin tout à l'heure, un nouveau coup de téléphone est prévu d'ailleurs entre Vladimir Poutine et Donald Trump pour faire le débriefing, j'ai envie de dire, de la réunion d'hier. Donc, est-ce qu'à ce moment-là, Vladimir Poutine va essayer d'imposer cette idée qu'en effet sa résidence a été visée? En effet, à un moment, il faudra quand même apporter des éléments tangibles. Mais pour l'Ukraine, c'est vraiment, pour Zelensky, c'est une façon de dire, mais en fait, si tout ça est une fabrication, ils ne veulent pas, en fait, ils ne veulent pas de cette paix. Tout à l'heure, il était sur Fox News, Volodymyr Zelensky, il disait, moi, je ne vois pas de signaux du côté de la Russie qu'ils veulent véritablement la paix. C'est vrai que si tout ça est une fabrication, c'est vraiment pour la Russie une façon de sortir de la négociation en accusant le coin adverse. Et justement, on est en direct d'Ukraine, à Zaporizhzhia plus exactement, où notre correspondant Guillaume Tac est sur place. Guillaume, on l'a dit, le président ukrainien qui n'a pas tardé, quelques minutes seulement, pour faire ce communiqué et démentir les informations de Moscou.
Oui, effectivement, il faut vraiment noter la célérité avec laquelle Volodymyr Zelensky a répondu aux déclarations de Moscou. Il se trouve que même ici en Ukraine, beaucoup de médias n'avaient pas encore eu le temps de relayer les déclarations de Moscou et de Sergei Lavrov, que déjà le président ukrainien avait pris la parole pour démentir. Comme le disait Magali Barthès sur le plateau, il est important pour l'Ukraine de montrer à l'administration Trump particulièrement, qui on le sait est assez sceptique de la position ukrainienne et a tendance à être assez capricieuse sur la question de la guerre. Il est important de montrer que les Ukrainiens sont engagés dans des négociations constructives, sont dans une démarche d'essayer de résoudre ce conflit, alors que la Russie ne l'est pas. Effectivement, c'est parole contre parole à ce stade, et si ça venait à se démentir, il pourrait apparaître que la Russie est tentée de se désengager du processus de paix en blâmant l'Ukraine. Merci beaucoup Guillaume Tac en direct de Zaporijjia. Effectivement, ça peut être aussi une manière de la part de Moscou de se désengager justement des négociations. Oui, c'est un prétexte en fait. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que ce soit le ministre des Affaires étrangères, M. Lavrov, qui ait balancé cette bombe informationnelle en disant qu'il y a eu une attaque contre la résidence habituelle de Poutine, parce que Lavrov, ça fait un petit bout de temps qu'il ne participe plus aux négociations sur l'Ukraine. On l'a même vu à l'une des réunions enlever la chaise de M. Dmitriev, qui est le représentant personnel de Poutine, parce qu'il n'aime pas Dmitriev. Donc Lavrov, probablement, estime que la négociation prend un tour qui ne lui convient pas, en tout cas qui ne convient pas à la ligne qu'il défend, qui est une ligne dure. Et effectivement, il a probablement proposé à Poutine, qui cherche un moyen de décrédibiliser Zelensky par ailleurs, voilà, il a proposé cela. Et ils ont dit, allons-y. Mais effectivement, maintenant, ça va être, comme vous l'avez dit, parole contre parole, parce que je ne doute pas que dans les heures qui viennent, on va trouver des photos de débris de drones, qui seront les débris de drones venant d'on ne sait pas où, naturellement. Il n'y a jamais la provenance. Donc on va trouver des photos de débris de drones dans un jardin, peut-être même avec en arrière-fond la résidence de Poutine. Ça ne prouve rien du tout. Et pourquoi est-ce que ce ne sont pas les services de sécurité? Pourquoi est-ce que ce ne sont pas les gens qui gèrent les services, les moyens anti-drones, anti-avions autour des résidences de Poutine qui ont annoncé cette attaque? Pourquoi est-ce que c'est le ministre des Affaires étrangères? C'est plutôt une manip, à mon avis, Lavrov, une manip de politique étrangère, en effet, pour torpiller la négociation d'hier. Alors justement, il est 17h02 sur LCI. Si vous nous rejoignez, on vous rappelle cette information. Moscou qui annonce que une des résidences officielles de Vladimir Poutine a été attaquée dans la nuit par 91 drones. On va écouter cette déclaration. C'est Sergei Lavrov, le ministre des Affaires étrangères. Écoutez. Dans la nuit du 28 au 29 décembre 2025, le régime de Kiev a lancé une attaque terroriste à l'aide de drones d'attaque à longue portée contre la résidence officielle du président de la Fédération de Russie dans la région de Novgorod. Tous les drones ont été détruits par les moyens de défense aérienne des forces armées de la Fédération de Russie. Aucune information n'a été reçue concernant des victimes ou des dégâts causés par les débris. De telles actions irréfléchies ne resteront pas sans réponse. Les cibles des frappes de représailles et le moment où elles seront menées par les forces armées russes ont été déterminés. Vous l'avez dit, Claude Blanche-Maison, c'est un petit peu parole contre parole. Mais quand on voit cette information, on se souvient également des propos de Volodymyr Zelensky le 25 décembre sur sa vidéo. Regardez ce qu'il disait, évidemment. Alors, il faut remettre évidemment dans le contexte, mais nous partageons tous un rêve et nous formulons un seul vœu, qu'il périsse, en parlant évidemment de Vladimir Poutine. Forcément, encore une fois, difficile de savoir ce qui est vrai. On va attendre évidemment les heures qui viennent. Mais quand on lit ce genre de déclaration, ça donne un petit peu aussi de crédit à cette éventuelle attaque. La phrase complète, c'est qu'il périsse, virgule. Mais comme nous sommes nous sommes de bons chrétiens, finalement, non. C'était ça la phrase complète. C'est Noël, donc. C'est Noël, voilà. Non, mais c'est ça. C'était ça la phrase complète. Donc, oui, mais encore une fois, il y a eu d'autres déclarations dans le passé où les Ukrainiens ont dit que oui, si effectivement ils pouvaient tuer Vladimir Poutine, ils le feraient. Je ne suis pas sûr que d'ailleurs au passage que ce soit forcément une bonne idée. Mais voilà, par pur esprit de vengeance, tout simplement. Maintenant, oui,
Mais c'est peut-être justement, c'est peut-être ce qui a donné l'idée aux Russes d'imaginer un faux drapeau, quoi. Une opération faux drapeau, à laquelle je pense de plus en plus, plus j'y réfléchis. Voilà, il n'y a aucun dégât, c'est-à-dire qu'ils n'ont même pas sacrifié une résidence, parce qu'ils auraient pu montrer la résidence ravagée, bombardée par des drones, même pas. Donc ils n'ont même pas osé sacrifier une des résidences de Poutine. Les 91 drones ont été tous abattus, ce qui est quand même assez exceptionnel, il faut le dire, sinon presque impossible de les avoir tous abattus. Donc il n'y a aucun dégât sur la résidence. Donc tout ça, oui, quand même, ça sent de plus en plus quand même la manipulation. Il faut être assez clair, quoi. Justement, on va retrouver en direct de Mar-a-Lago Pierre Barbin qui est avec Lila Badrina. Vous avez suivi cette rencontre entre Volodymyr Zelensky et Donald Trump hier, et on apprend à l'instant que Caroline Leavitt, la porte-parole de la Maison-Blanche, vient d'indiquer que le président Trump avait une conversation positive avec le président Poutine. Pas de réaction donc officielle de la part de la Maison-Blanche sur cette déclaration et sur cette annonce d'une attaque d'une résidence officielle de Vladimir Poutine. Non, la seule chose que l'on sait, vous l'avez expliqué, c'est que Donald Trump et Vladimir Poutine se sont entretenus tous les deux au téléphone ce matin. Voilà ce qu'a dit la porte-parole de la Maison-Blanche, un appel constructif. Voilà ce qui a été dit également dans les mots de la porte-parole. On sait que c'est la deuxième fois en quelques heures que Vladimir Poutine et Donald Trump se parlent directement au téléphone, parce que les deux chefs d'État s'étaient entretenus ensemble avant la réunion bilatérale entre le président américain et le président ukrainien. Mais pour l'instant, il n'y a toujours pas de réaction officielle à ce qu'annonce la Russie, cette attaque visant la résidence privée, cette attaque ukrainienne selon la Russie visant la résidence privée de Vladimir Poutine. J'étais il y a encore quelques instants sur le compte social Truth de Donald Trump. Il n'y a toujours pas eu de réaction de sa part. Sans doute que ça viendra dans les minutes et les heures qui suivent, parce qu'on sait bien évidemment que Donald Trump est friand de cette manière de communiquer. On sait aussi, et c'est un petit parallèle que je fais, qu'il reçoit à partir de 13h heure locale, 19h heure française, Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien. Donc sans doute qu'il y aura une communication avant cet échange avec le Premier ministre israélien. Merci beaucoup Pierre Barbin, merci également à Lila Badrina. Dans la résidence elle-même avait été frappée par c'est vrai. Des roquettes, ou des drones d'ailleurs, peut-être même du Hezbollah. Je parle de Netanyahou. Oui, effectivement. Alors, cette non-réponse de Donald Trump, elle interroge quand même. On imagine que si Vladimir Poutine et Donald Trump se sont entretenus au téléphone il y a quelques minutes, on imagine que Donald Trump a été mis au courant avant ces déclarations de Sergei Lavrov, de cette attaque, en tout cas de cette attaque annoncée par Moscou. Le plus étonnant, c'est que Poutine n'en ait pas parlé et ne se soit pas offusqué dans ce coup de téléphone. Alors moi, la seule hypothèse que je vois, c'est une hypothèse simplissime, c'est-à-dire que il y a quelques minutes ou il y a quelques heures, je ne sais pas, lorsqu'ils se sont parlé au téléphone, Trump et Poutine n'était pas encore au courant de la manip de Lavrov, tout simplement. Ça casse un petit peu la version russe. Oui, ou alors, c'est une initiative. Alors, honnêtement, là, c'est vraiment purement théorique, mais c'est une initiative de Lavrov qui dit c'est une carte possible que peut jouer Poutine s'il le souhaite. Parce que dans les propos de Lavrov repris par l'agence Interfax, ils disent que Lavrov estime que cette attaque, je cite, change la position de Moscou dans les négociations. Donc, et peut-être que Vladimir Poutine est en train de se dire, est-ce que ce truc, j'ose pas dire cette fake news, est suffisamment crédible pour que je puisse l'exploiter politiquement sans me ridiculiser? Ce qui est quand même assez curieux, qui rajoute encore à la curiosité du moment qu'on est en train de vivre, c'est que tout à l'heure, nous avions des images en direct de Vladimir Poutine entouré de ses généraux, des plus hauts gradés, du chef d'état-major Gerasimov, où là on parlait du front, mais évidemment il n'a pas été à un moment question de cette affaire d'attaque sur sa résidence officielle. Il avait convoqué son état-major pour lui faire un point de situation justement sur l'avancée de la guerre en Ukraine. Et le message, c'est tout se déroule selon le plan. Et nous continuons d'enfoncer les lignes ukrainiennes. C'est ça le message, voilà, que l'on voit non, c'est pas ces images-là, mais que l'on voyait tout à l'heure en direct. Le message était celui-là. Donc déjà, c'était un message d'extrême fermeté au rendez-vous diplomatique de Mar-a-Lago. Déjà, ça voulait dire nous continuons
nous continuons sur le terrain les opérations, peu importe les négociations en cours. Vous ajoutez maintenant cette affaire de soi-disant attaque sur la résidence officielle, et c'est vrai que ça donne le sentiment que quand même les Russes aujourd'hui veulent trouver une façon de torpiller en effet les discussions en cours. Non, mais ça voulait dire déjà qu'il n'était pas dans la résidence. Déjà, à la base. Alors, on rappelle qu'elle est ultra protégée. Donc, Oui, donc les Ukrainiens ont attaqué une résidence vide, sachant qu'elle était vide, ce qui quand même réduit quand même considérablement les possibilités de faire un coup au but quand même. Et donc, oui, alors, on dit que les Russes vont s'en servir comme prétexte. Enfin, les Russes vont réévaluer leur position, mais en réalité, la position, elle était déjà connue, elle ne changeait pas. Donc là, on a un argument pour dire, ben voilà, finalement, on ne change pas. Alors que c'était quand même prévu dès le départ, quoi, hein, de torpiller tous les efforts qui étaient faits par la partie adverse et par Donald Trump. Donc là, oui, j'allais dire ça tombe du ciel, mais c'est exactement ça. C'est parfait, c'est même trop beau. Il faut une attaque, il faut qu'il y ait quand même un peu de vraisemblance à ce que je disais tout à l'heure, hein, dans un événement, quoi. Quand c'est trop parfait, c'est quand c'est le crime parfait, quand vous avez ça tombe trop bien, c'est quand même très suspect, quoi. Alors justement, vous avez parlé de la nouvelle position de la Russie dans ces négociations après cette attaque. Écoutez, Sergueï Lavrov, justement, à ce propos, il indique que cette attaque peut tout changer. Nous attirons l'attention sur le fait que cette action a été menée au cours d'intenses négociations entre la Russie et les États-Unis sur le règlement du conflit ukrainien. Nous n'avons toutefois pas l'intention de nous retirer du processus de négociation avec les États-Unis. Cela dit, compte tenu de la transformation définitive du régime criminel de Kiev, qui s'est lancé dans une politique de terrorisme d'État, la position de la Russie dans les négociations sera réévaluée. Claude Blanche-Maison, est-ce que ce n'est pas tout simplement une réponse à tout ce qui s'est passé hier soir en Floride, à Mar-a-Lago ? C'est sûrement une réponse de M. Lavrov, ça sûrement. Alors, est-ce qu'il y a eu concertation ou à quel moment entre Lavrov et Poutine ? C'est ça le mystère. Parce que c'est vrai que c'est très étonnant de voir Poutine se balader au milieu de ses généraux, pas plus ému que ça, alors que sa résidence vient d'être attaquée, et qu'il aurait pu être dedans. Il n'y était pas, mais il aurait pu être dedans. Et puis, c'est très étonnant qu'il y ait eu un coup de fil il y a pas longtemps avec M. Trump, et qu'il n'en ait pas parlé, en lui disant, mais le type avec qui tu as négocié pendant 4 heures hier est un terroriste d'État, puisque c'est pour le qualifier de terroriste d'État que Lavrov dit ça. Donc en effet, il y a quelque chose qui n'est pas cohérent dans cette histoire. Et moi, je pense qu'en effet, pour le moment, la seule explication est qu'il y a une initiative Lavrov pour torpiller le processus de négociation. Ça peut rendre service à Poutine, c'est d'ailleurs probablement le calcul de Lavrov, ça peut rendre service à Poutine qui, en effet, n'a probablement pas très envie de conclure à quelque chose qui ressemble à une paix dans un avenir trop proche. Est-ce qu'on pourrait imaginer, parce qu'on se fait tous les scénarios, encore une fois, il est 17h12 sur LCI, les informations, elles nous parviennent de minute en minute, est-ce qu'on pourrait imaginer que cette attaque soit l'œuvre de dissidents russes, pro-ukrainiens, on le sait, parfois il y en a aussi du côté russe, qui auraient d'eux-mêmes organisé cette attaque sans que Kiev ne soit au courant ? Je ne peux pas l'exclure complètement. Maintenant, s'il y a effectivement 91 drones, je veux dire, c'est pas à la portée de n'importe quelle organisation d'avoir des drones. Puis, c'est pas des petits drones FPV. Hein. Vous n'allez pas détruire une résidence avec des petits drones. Il faut quelque chose d'important. C'est pas à la portée de n'importe quel groupe, n'importe quelle organisation, quoi, d'être capable de balancer autant de projectiles sur une résidence. Ensuite, pourquoi faire ? Là aussi, si vous lancez une attaque pour essayer d'éliminer un président, que si vous avez quand même des renseignements très précis sur sa présence, enfin, vous lancez pas, ça marche jamais ce genre d'attaque sans aucun renseignement. Donc c'était une attaque sur une résidence, voilà, sur une résidence présidentielle. Et si, c'est en même temps que ce soit vrai, hein, encore une fois.
quel intérêt même pour un groupe dissident d'aller utiliser, parce que tous ces actifs, un peu, cet arsenal qui est quand même très important, un groupe dissident, il n'a pas un groupe rebelle, il n'a pas forcément un arsenal super puissant pour aller essayer de frapper en vain, a priori, une résidence de Vladimir Poutine. Bon, à part pour le symbole. On se souvient, il y a eu des drones, par exemple, qui avaient survolé le Kremlin. Oui, on se souvient même d'un drone qui avait percuté le toit du Kremlin, qui avait été effectivement. Donc, mais est-ce que alors ce serait quand même un drôle de moment pour tenter ce genre d'initiative. Si la Russie avait enfoncé le front, était en train d'aller vers Kiev avec ses chars, là on aurait pu imaginer cette espèce d'action presque désespérée, de dernier ressort contre Vladimir Poutine. Mais là, on le disait, la situation elle est plutôt favorable à Zelensky. Trump est devenu à de meilleurs sentiments vis-à-vis de l'Ukraine. On le savait, cette rencontre entre Zelensky et Trump était prévue. Les Européens sont tous unis derrière l'Ukraine. Il y a cette solution de compromis possible sur les territoires du Donbass. Donc, est-ce que c'est le moment de tout gâcher ? Ça paraît quand même effectivement un drôle de scénario. Alors, Magali. Ce soir, les Ukrainiens sont quand même inquiets parce que dans la déclaration de Volodymyr Zelensky, lorsqu'il donc dément avoir fomenté cette attaque contre la résidence, il ajoute qu'il redoute des représailles, d'ailleurs représailles annoncées par Sergueï Lavrov dans son communiqué en disant de telles attaques ne resteront pas sans réponse, et des représailles éventuellement sur des bâtiments officiels aussi, des bâtiments gouvernementaux dans la capitale ukrainienne. C'est aussi ça. Maintenant, ce qui pourrait arriver. Donc il y a une inquiétude ukrainienne que finalement, si vraiment il s'agit d'une manipulation de Moscou, cela ne permettent de justifier des attaques contre des bâtiments gouvernementaux en Ukraine. C'est aussi l'une des possibilités. Alors notre rôle, évidemment, il est d'étudier tous les scénarios possibles. Vous me parlez de la manipulation russe. Là, on a évoqué le scénario des dissidents russes, en tout cas, qui seraient pro-ukrainiens. Est-ce que le scénario d'une armée ukrainienne qui aurait eu une information à un moment donné que Vladimir Poutine était dans sa résidence et pendant ce temps-là, Volodymyr Zelensky, lui, était envoyé en déplacement parce qu'il était en Floride, ce genre d'attaque, elle est obligatoirement validée, tamponnée par Volodymyr Zelensky si jamais il y avait eu l'opportunité ? Oui, à ce niveau, essayer d'éliminer le dirigeant ennemi, oui, c'est Volodymyr Zelensky serait au courant obligatoirement. Alors on ne peut pas exclure effectivement une initiative d'un service qui se dit voilà, il y a peut-être une opportunité de faire quelque chose. Bon, c'est le président est en train de dîner avec Donald Trump. Bon, on n'a pas le temps d'avoir l'autorisation, on y va. Bon, maintenant, encore une fois, ces opérations se font sur renseignement, c'est très précis. Ils ont tué un général il n'y a pas longtemps, mais c'était après des mois de travail, de surveillance, et ils n'ont pas loupé, quoi. Ils ont fait quelque chose qui était absolument sûr. Ils ont tué 3 comme ça. Avec des opérations très précises. C'est pas ça, c'est du n'importe quoi. Si vous voulez, en termes de, si vous voulez tuer quelqu'un avec comme ça, vous êtes à peu près sûr d'échouer, quoi. Donc c'est alors, on ne peut pas complètement exclure une initiative, effectivement, mais bon, ça me paraît quand même trop probable. Avec peut-être cette idée, j'y reviens, de faire un pied de nez, de dire, voilà, tiens, voilà, on a bombardé la résidence de Poutine, voilà, on est capable de tout frapper. Bon, c'est pas complètement. Ce serait une erreur. Est-ce que ce serait une erreur de la part de Kiev de vouloir envoyer ce message à ce moment-là ? Ah ben complètement, bien sûr. Claude Banchemaison, est-ce que ce serait une erreur ? En sachant par exemple que Vladimir Poutine n'est pas dedans et c'est juste un message qu'on envoie en disant attention, nous aussi on est là, nous aussi on peut frapper. Oui, bien sûr, ça serait une erreur grave, puisque en ce moment, on est dans un moment assez délicat de la négociation. En effet, la réunion d'hier a permis de constater que Vladimir Poutine était le seul représentant légitime de l'Ukraine, ce que conteste Poutine, et deuxièmement, que les pays occidentaux, les pays européens, le Canada, etc., étaient tous derrière lui, et que finalement Trump avait rejoint ce camp. C'était ça l'image d'hier soir. Alors, c'est très déplaisant pour le Kremlin. C'est pour ça qu'il y a tout lieu de penser qu'il y a probablement une initiative de quelqu'un dans la sphère du pouvoir russe. Alors ça, effectivement, est-ce que ça vient de Poutine lui-même ou pas ? On n'en sait rien. Moi, je pense qu'il y a du
des tiraillements à l'intérieur du système de pouvoir russe et qu'on ne peut pas exclure une initiative isolée, en tout cas venant d'un clan particulier, et notamment dans lequel figure le ministre des Affaires étrangères russe. Je constate aussi que M. Ushakov, le diplomate qui est le Sherpa de Poutine, ne s'est pas exprimé. Donc Ushakov n'a rien dit, Poutine n'a rien dit. Il n'y a que Lavrov qui a parlé. C'est quand même bizarre. Anne Toulouse, vous nous avez rejoint sur ce plateau. Bonsoir. Je rappelle, vous êtes journaliste franco-américaine et auteur de L'Art de Trumper. Comment la politique de Trump a contaminé le monde. Évidemment, la question qu'on se pose, c'est qu'après cette annonce, cette déclaration de Moscou, la réaction de Donald Trump, elle va arriver, j'imagine, que ce soit vrai ou que ce soit faux. À votre avis, comment Donald Trump, dans ce processus et dans cet épisode de négociation, va réagir? Est-ce qu'il va réagir d'abord, à votre avis? Je ne sais pas s'il va réagir. Généralement, il n'éprouve pas ses sentiments en silence, mais de toute façon, il ne va pas être content. Le problème, c'est de savoir vers qui il va diriger sa fureur. Est-ce que ça va être sur Zelensky? Est-ce que ça va être sur Poutine? Parce qu'il faut bien savoir que Donald Trump, il veut un accord de paix. Peut-être pas pour les mêmes raisons que les autres. Moi, ce qui me frappe en arrivant en France, c'est qu'on a l'impression que tout le monde ne parle pas le même langage. Bon, j'ai bien compris en vous écoutant, et je m'en doutais un peu avant, que Poutine ne veut absolument pas la paix. Vous avez les Européens et Zelensky qui mènent un courageux combat d'arrière-garde pour situer le problème sur le plan géopolitique. Et puis vous avez Donald Trump et son équipe qui, même avant d'être élu, voulaient une paix. Ils la veulent pour des raisons économiques. C'est ce qui dirige toute la politique de Donald Trump, toute la politique étrangère. Ce qui a d'ailleurs été le cas tout au long de l'histoire des États-Unis. Donc il y a déjà, je ne sais pas si vous avez lu il y a quelque temps dans le Wall Street Journal, il y avait un article très intéressant qui disait « Faites de l'argent, ne faites pas la guerre ». Mais c'est exactement ça. Vous avez déjà toutes les grandes compagnies américaines qui sont alignées, à la fois pour la reconstruction de l'Ukraine et aussi pour l'exploitation des richesses en Russie. Alors, est-ce que Donald Trump pensait amadouer pour ces raisons économiques Poutine? Il a avancé, mais vous avez vu, même dans les 20 points, il y a la zone économique. Et parmi les négociateurs, je vous entendais tout à l'heure dire qu'on ne voit pas beaucoup M. Lavrov, mais ce qu'on voit beaucoup, ce sont des envoyés économiques russes qui négocient avec Jared Kushner et avec Stephen Witkoff. Alors, on ironise toujours en France en disant « Ah oui, mais Witkoff, c'est le partenaire de golf de Donald Trump. » Mais attendez, c'est au golf qu'on fait des affaires. Et quand on dit partenaire, on ne dit pas ami. Tout ça, c'est une histoire économique. Et à Mar-a-Lago, vous aviez les négociations officielles et puis vous aviez derrière les laptops, les ordinateurs portables sur lesquels on dessinait déjà la paix. Alors, je ne sais pas après cela quelle va être la réaction de Donald Trump, mais elle va défendre aussi, je pense, des renseignements américains. Alors effectivement, Volodymyr Zelensky, lui, a immédiatement démenti l'information. On va voir tout de suite sa réaction sur son réseau social X. Cette prétendue attaque contre une résidence est une pure invention destinée à justifier de nouvelles attaques contre l'Ukraine, ainsi que le refus de la Russie de prendre les mesures nécessaires pour mettre fin à la guerre. On va directement prendre la direction de l'Ukraine à Zaporizhzhia, où on retrouve notre correspondant Guillaume Tak. Guillaume, donc le président ukrainien, qui n'a pas tardé quelques minutes seulement après l'information de Moscou à démentir cette annonce. Oui, effectivement, au moment où le président ukrainien Volodymyr Zelensky a réagi aux déclarations de Sergei Lavrov, certains médias ukrainiens n'avaient pas encore eu le temps de relayer les propos de Lavrov, que déjà le président ukrainien avait réagi. Ça montre à quel point il est important pour le gouvernement ukrainien de montrer que eux sont dans une démarche de construction véritablement d'obtenir la paix, et que ce serait la Russie qui viserait à saboter le processus de paix. Il faut noter donc qu'il y a deux parties dans les déclarations de Volodymyr Zelensky. La première, ça serait que la Russie tente ainsi de se désengager du processus de paix, et la deuxième, c'est que ça permettrait également à Moscou de justifier de nouvelles attaques contre Kiev, notamment contre des bâtiments administratifs et gouvernementaux. Il faut rappeler qu'il y a seulement 2 ou 3 jours, la Russie a attaqué la capitale ukrainienne pendant plus de 10 heures avec des centaines de drones et de missiles. Donc il n'est pas à exclure qu'une telle situation se reproduise dans les jours à venir. Merci beaucoup Guillaume Tak en direct de Zaporizhzhia en Ukraine. Alors je vous le disais, cette attaque, en tout cas cette annonce de Moscou, elle intervient quelques jours après ces déclarations qui avaient fait beaucoup réagir la communauté internationale, les propos de Volodymyr Zelensky. C'était au moment de Noël pour bien contextualiser, mais écoutez bien ce que disait le président ukrainien. Chers amis, les Ukrainiens croient depuis longtemps que le ciel s'ouvre la nuit de Noël. Et si vous leur confiez votre rêve,
il se réalisera à coup sûr. Aujourd'hui, nous partageons tous un même rêve et nous formulons tous un même vœu au fond de nos prières, qu'il périsse. Alors on a des images également de cette résidence. Alors c'est pas des images qui viennent d'aujourd'hui, mais pour savoir un petit peu à quoi elle ressemble, voilà, c'est celle de Valdai. Mais Claude Blanche-Maison, vous qui êtes un ancien ambassadeur français à Moscou, ces résidences-là, elles sont ultra protégées. Ben, bien sûr, elles sont ultra protégées par des moyens anti-aériens, par des moyens divers, et effectivement, c'est d'ailleurs improbable que plus de 80 drones arrivent sur la résidence. Ils ont probablement été arrêtés avant. Sinon, le système est totalement inefficace. Et puis, la sécurité évidemment élémentaire, quand c'est que Poutine ne dit jamais où il est et qu'il a les mêmes bureaux. Les mêmes casemates comme s'il était près du front, partout dans toutes ses résidences. Et effectivement, sa sécurité élémentaire, c'est qu'on ne sait pas où il est. C'est tout à fait élémentaire. Je veux dire, tous les gens menacés font ça pour se protéger. Mais est-ce que Kiev n'accentue pas tous ses efforts pour savoir où se situe le président russe? Je pense que je ne vois pas du tout Zelensky prenant une décision de ce type, parce que ça veut dire qu'en effet, maintenant, la voie est ouverte pour que ce soir, demain, les palais présidentiels, les résidences officielles en Ukraine soient bombardées par des moyens lourds. Et c'est ce qui va arriver cette nuit. Et au passage, si les Ukrainiens avaient voulu vraiment détruire la résidence, ils n'auraient pas lancé de drones. Des drones, il faut 2 heures pour atteindre au moins 2 heures pour atteindre cet objectif. C'est repérable. En 2 heures, vous attaquez pas une cible aussi précise et mobile qu'un homme en réalité. Et donc, il faut espérer que la cible elle reste pendant 2 heures dans la résidence. Ça, c'est le premier élément. C'est pas forcément évident. 2, même si vous frappez la résidence avec ces 90 drones. Ok, vous allez faire des dégâts incontestablement, mais est-ce que vous avez une certitude de toucher la cible? Absolument pas. Je veux dire, autant envoyer un missile balistique, ils en ont maintenant, ou voir un Neptune longue portée éventuellement qui pourrait atteindre cet objectif. Là, déjà, ça ira plus vite, ce sera beaucoup plus précis, et vous avez beaucoup plus de chances de l'atteindre. Voilà. Et quand je dis beaucoup plus de chances, vous avez un peu plus de chances de l'atteindre, mais pas beaucoup plus en réalité. Donc voilà. Maintenant, il est heureux que cette magnifique résidence soit toujours intacte, visiblement, grâce à l'efficacité des services russes, leur efficience et leur capacité à déjouer tous les complots ukrainiens. Alors, on est en ligne avec Sergueï Barkomenko. Vous êtes journaliste russe indépendant. La question qu'on se pose, évidemment, c'est que cette annonce de Sergueï Lavrov, j'imagine qu'elle fait la une actuellement à Moscou. Je ne sais pas si c'est la une. Normalement, ça doit être la une parce que c'est un morceau de la propagande. C'est évident que la Russie cherche un prétexte pour attaquer le centre de Kiev et la résidence du président Zelensky et de son gouvernement. Ils le font depuis longtemps et voilà, maintenant, ils se sont construits un prétexte. On n'a aucune confirmation, on n'a aucune information d'un tiers, d'une troisième personne, à part Lavrov, que cette attaque sur la résidence de Poutine a eu lieu. Je crois que c'est une attaque imaginée. Mais voilà, ils ont besoin d'un prétexte d'attaque, ils ont ce prétexte, c'est tout. Et jusqu'à maintenant, on peut pas être sûr du tout que ça c'est réel ou si c'est une attaque imaginaire. Qu'est-ce que ça révèle de la position de Moscou dans ces négociations? C'est finalement presque un aveu de faiblesse face à l'avancée des discussions hier? Mais Moscou et Poutine en particulier n'ont pas besoin d'aucune négociation. Ils n'ont pas besoin d'un traité, ils n'ont pas besoin d'arrêter la guerre. Ils n'ont aucune intention de s'avancer dans ces pourparlers, dans ces négociations. La seule chose qui les intéresse, c'est la capitulation de l'Ukraine. C'est la destruction totale de l'Ukraine. Jusqu'à ce qui n'est pas possible, ils ne sont pas intéressés du tout. Donc,
C'est évident qu'ils essayent d'arrêter ces négociations, même la petite ombre aux négociations qu'on voit maintenant, même s'il n'y a pas aucun succès de ces négociations, ils sont intéressés de les détruire. C'est ce qu'on voit. Donc tout ça, c'est très logique, ces annonces et ces désinformations de Lavrov. Sergueï Parkhomenko, vous restez évidemment avec nous, mais je me tourne vers Magali Barthez, puisque vous m'indiquez que Outchakov, l'envoyé spécial de Poutine dans ces négociations, a réagi. Il indique que Vladimir Poutine et Donald Trump se sont entretenus sur le sujet. Oui, c'est l'agence TASS, l'agence russe, qui relaie en effet ce que dit donc le Sherpa de Vladimir Poutine sur le coup de téléphone qui a eu lieu donc il y a quelques heures entre Vladimir Poutine et Donald Trump, où il est question manifestement de cette attaque sur la résidence de Vladimir Poutine. Et alors, d'après Outchakov, donc là encore, prenons beaucoup de pincettes, mais d'après Outchakov, Donald Trump aurait dit qu'il n'aurait jamais pu imaginer d'attaque aussi folle de la part de l'Ukraine contre la résidence de Vladimir Poutine. Il aurait également affirmé, voilà, le président américain a été choqué par cette nouvelle, littéralement outré, et a déclaré qu'il ne pouvait pas imaginer d'acte aussi insensé. Il aurait même déclaré que l'administration américaine, heureusement, n'a pas fourni de missiles Tomahawk à Kiev. Parce que là, ce sont des drones, mais imaginons évidemment des missiles bien plus efficaces américains. Donc, heureusement, aurait dit Trump à Vladimir Poutine, heureusement, nous n'avons pas livré ces missiles. Trump aurait aussi déclaré, toujours d'après Outchakov, que l'attaque d'un drone contre la résidence du président russe affecterait les approches américaines dans la collaboration avec Zelensky. Bon, on se demande presque si Vladimir Poutine ne s'est pas trompé de numéro. Parce que quand on entend le compte-rendu donné par la porte-parole de la Maison-Blanche, c'est pas du tout ce récit-là. Il y a une dissonance, là. Mais oui, il y a une dissonance complète. Caroline Levitt dit sur les réseaux sociaux, le président Trump a conclu une conversation positive avec le président Poutine. Donc... apparemment, il y en a l'un des deux qui ment quand même. Ça paraît quand même étonnant. Vous savez quoi, Guillaume Rotet, on va justement prendre la direction de la Floride. À Mar-a-Lago où se trouve Pierre Barbin. Pierre Barbin qui a suivi ces négociations hier entre Volodymyr Zelensky et Donald Trump. Donc d'après Moscou, Pierre, Donald Trump et Vladimir Poutine se seraient entretenus sur le sujet, mais pour l'instant, c'est silence radio de la part de la Maison-Blanche. Oui, la seule information qui nous parvient de la Maison-Blanche, c'est ce que vous disiez, c'est la porte-parole qui a communiqué auprès de nos confrères de CNN, expliquant de manière plutôt laconique que Donald Trump et Vladimir Poutine s'étaient entretenus au téléphone ce lundi matin, donc il y a quelques minutes, quelques heures tout au plus. Cet échange téléphonique a été qualifié de positif par la porte-parole de la Maison-Blanche, mais pour l'instant, on n'en sait pas plus de la part des proches de Donald Trump, parce qu'il n'y a pas eu de communication ultérieure, il n'y a pas eu de prise de parole, bien évidemment. Donald Trump, qui est habitué de communiquer sur ses réseaux sociaux, notamment sur Truth, n'a toujours pas réagi officiellement à cette annonce de la Russie. Ce qu'il faut savoir, c'est que le président américain va lui recevoir, on fait un pas de côté, dans les prochaines minutes maintenant, à 13h heure locale, 19h heure française, Benyamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, toujours ici à Mar-a-Lago, dans sa résidence où il passe ses fêtes de fin d'année. Sans doute qu'il y aura une communication sur la situation en Ukraine avant cette réunion, ou peut-être qu'il y en aura une à l'issue. On suit bien évidemment tout ça de très près, mais c'est vrai que, mis à part cet échange entre la porte-parole de la Maison-Blanche et nos confrères de CNN, pour l'instant, comme vous l'avez dit, c'est silence radio ici. Pierre Barbin avec Lila Badrina en direct de Floride à Mar-a-Lago. Qu'est-ce que dit ce silence de Donald Trump à Toulouse ? Écoutez, moi je trouve très surprenant. Tout ce que vous avez dit, normalement, il l'aurait dit lui-même. C'est quelqu'un qui s'exprime et... il aime bien s'exprimer. Donc il s'exprime immédiatement. Il est en prise directe sur ses réseaux sociaux. Donc, surtout, c'est assez élaboré, le discours. J'y reconnais pas d'ailleurs exactement... C'est plus le style du KGB que celui de Donald Trump. Donc, je pense qu'effectivement... Donald Trump et son équipe essaient de savoir ce qui s'est passé. Il y a quand même des services de renseignement américains qui sont assez efficaces, comme on l'a vu au début de la guerre en Ukraine. Bon, est-ce qu'il choisira de les croire ou non ? Ça, c'est une autre question. De toute façon, il reçoit Netanyahou. Il va y avoir une conférence de presse à la sortie. Et là, les journalistes américains vont lui poser la question. Et là, on va voir s'il répond, s'il ne répond pas, est-ce qu'il répondra ?
Anne Toulouse évoque les renseignements américains qui, j'imagine, sont sur le pied de guerre actuellement pour savoir exactement ce qui s'est passé. On sait que les satellites fonctionnent à plein régime dans cette région. Imaginons un seul instant que Washington n'ait pas la preuve formelle ou au contraire apprend que cette attaque n'est que prétendue et n'est que mystère ou manipulation. Est-ce que Donald Trump pourrait réagir à contre-courant de Vladimir Poutine et tout simplement lui-même officialiser que ce soit une manipulation si c'en est une? Je pense qu'il se tairait plutôt. Je pense que plutôt que de charger Vladimir Poutine, il se tairait. Il n'évoquerait même pas cet événement. Maintenant, si effectivement ces services lui montrent que les Russes lui ont menti ou ont essayé de le manipuler, peut-être que ça sera un effet effectivement contre-productif pour la Russie et que au bout du compte ça le fâchera, quoi. Mais bon, je crois que en réalité ça n'aura pas beaucoup d'impact, hein, cet événement ou ce pseudo-événement ça sert de prétexte effectivement aux Russes. C'est pas la première fois, hein, chaque fois que les Russes se sont retrouvés, vous savez, dans ces négociations, dans ces discussions, ça passe un coup, on met la pression sur l'Ukraine, fait une proposition, etc. Puis après ça repart du côté russe, et là les Russes doivent trouver une pirouette. Trouver quelque chose pour dire que non, en fait non, on est pour négociation, mais là c'est pas possible. Oui, mais colonel, quand même, ça fait plusieurs fois quand même. Le président ukrainien qui dément presque à la minute cette information, ça veut dire aussi la portée de ce que pourrait être une attaque comme ça. C'est peut-être rien, mais quand même, ça joue actuellement. Évidemment, pour le président Volodymyr Zelensky, c'est une catastrophe. Enfin, je veux dire, il n'aurait jamais pu imaginer, sans doute, que les Russes même montent une manipulation de ce genre. Et moi, je ne pense pas non plus que ça soit possible dans le dos de M. Volodymyr Zelensky, venant d'éléments ukrainiens ou venant d'éléments infiltrés en Russie. Alors, cela dit, le fait que Ushakov prenne position, ça, c'est grave. Parce que c'est, bien sûr, il défend le camarade Lavrov. Bon, ils sont copains, normal. C'est les deux diplomates interchangeables qui ont vécu longtemps l'un et l'autre aux États-Unis. Mais s'il prend parti, ça veut dire que maintenant, c'est la position russe. Oui. D'autant plus que Ushakov n'a pas les rancœurs qu'a Lavrov vis-à-vis des négociateurs Dmitriev ou autres, parce que lui n'a pas été écarté de la négociation. Il était toujours à côté de Poutine. Puis il est très proche de Poutine, naturellement, puisqu'il est son Sherpa. Donc effectivement, c'est grave, c'est probablement donc maintenant véritablement la position russe, et ça va rester la position russe, avec photo à l'appui de quelques débris de ferraille dans un parc, et ça sera les drones ukrainiens. Magali. Si je continue sur les déclarations d'Ouchakov, justement, à l'agence TASS, il aurait dit que vraiment l'attaque de drones contre la résidence officielle de Poutine a eu lieu pratiquement immédiatement après les négociations entre les États-Unis et l'Ukraine à Mar-a-Lago. Donc il y a vraiment une volonté vraiment de torpiller ces discussions. Et maintenant, c'est vraiment, encore une fois, l'Ukraine qui s'inquiète. Quelle va être la réponse, notamment cette nuit ou dans les prochains jours, de la Russie contre l'Ukraine? Est-ce que des bâtiments gouvernementaux en Ukraine, à Kiev, pourrait être visé en représailles? On voit bien que dans ce que dit Sergueï Lavrov, il dit « ça ne remet pas en cause notre coopération avec les États-Unis ». Évidemment, l'objectif, c'est toujours cette coopération économique dont parlait Anne Toulouse, mais en revanche, ça remet en cause notre position dans la négociation vis-à-vis de l'Ukraine, et de telles attaques, ajoute-t-il, Sergueï Lavrov, ne resteront pas sans réponse. Alors justement, tout ça, c'est à mettre dans le contexte des négociations qui ont lieu hier en Floride à Mar-a-Lago. Et plusieurs déclarations de Donald Trump hier nous ont interpellés sur la réelle position de Donald Trump vis-à-vis de la Russie, donc vis-à-vis de l'Ukraine, mais surtout vis-à-vis de la Russie. Écoutez le président américain lorsqu'il disait lui-même que Vladimir Poutine prenait au sérieux, en tous les cas, ces négociations. Écoutez. Certains affirment que les récentes attaques menées par la Russie contre l'Ukraine ces derniers jours montrent que le président Poutine ne prend pas la paix au sérieux. Non, il est très sérieux. Je pense pouvoir dire que l'Ukraine a également mené des attaques très violentes, et je ne dis pas cela de manière négative, je pense que c'est probablement nécessaire. Est-ce que cette attaque, cette nuit, cette prétendue attaque en tout cas de Moscou, va accentuer encore ce positionnement
entre Trump et Vladimir Poutine, Anne Toulouse? Alors il y a toujours un jeu où Donald Trump, de temps en temps, dit il exagère tout de même, il traîne les pieds. J'en reviens toujours quand même, c'est un peu mon obsession au deal économique. Et puis à la fin, Donald Trump veut que cette guerre se termine. C'est une des promesses de campagne qui est faite. Il y en a beaucoup en ce moment qu'il a du mal à tenir. Alors il voudrait bien mettre celle-ci sur la table et à des conditions avantageuses pour les États-Unis et beaucoup moins avantageuses pour l'Europe. Alors on voit quand Poutine a poussé le bouchon un peu loin, on redresse un peu la barre et puis on reçoit de façon un peu plus aimable Zelensky. Enfin, hier, c'était quand même une sorte d'adoubement. Mais on voit bien que l'intérêt tout de même de Donald Trump va du côté de Vladimir Poutine. Alors, je ne sais pas pourquoi, parce qu'il y a beaucoup de spéculations là-dessus. Le plus évident, c'est, comme je le disais, les raisons économiques et aussi le fait que c'est une figure autoritaire, c'est une figure qui en impose et c'est quelqu'un qui a su manipuler Donald Trump, puisque à chaque fois qu'il y a un entretien avec Zelensky ou une approche de Zelensky, il y a une sorte de speed dial, vous savez, de Poutine qui appelle au téléphone et qui a quand même 1h30 d'entretien, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Donc c'est la relation qui est extrêmement brumeuse entre Poutine et Donald Trump, avec l'idée qu'à un moment, il va réussir à persuader ce bon vieux Vladimir de reconnaître les intérêts des États-Unis. Et les siens aussi. Oui, et puis on sentait que la pression était quand même de plus en plus forte de Trump sur Poutine. On avait des interrogations sur la capacité de la Russie à prolonger indéfiniment cette guerre, alors même que son économie ralentit fortement. Et il me semble que le plus intéressant dans ce qui se passe cet après-midi, c'est moins cette annonce elle-même probablement fausse d'un bombardement par drone d'une des résidences de Poutine, que ce que ça signifie, c'est-à-dire ça révèle la volonté belliqueuse intacte de Moscou, et que malgré les difficultés de l'économie russe, malgré les pressions de Donald Trump, Moscou veut continuer à en découdre, et ils ont cherché un prétexte, ils l'ont trouvé. Alors on va voir si ça se révèle exact, mais en tout cas ça ressemble fort à une espèce de prétexte inventé opportunément pour dire allez, on y retourne. On a fait semblant de vouloir la paix, mais on la veut pas. Mais même si c'est un prétexte, oui, il y avait quand même de la part de Donald Trump. Il y a quand même la démarche ultime qu'il n'a jamais faite, c'est d'appliquer les sanctions américaines. À partir du moment où il applique dans toute leur largeur les sanctions américaines, c'est terminé pour Poutine. Mais même il peut l'étrangler. Même si c'est un prétexte. Le fait pas. Même si c'est un prétexte. Est-ce qu'aujourd'hui, le mal est fait pour Volodymyr Zelensky? Est-ce qu'il est, après tout, vraiment, on va dire, attaqué aujourd'hui avec cette information? Est-ce que finalement, ça ne le discrédite pas quand même un petit peu, même si c'est faux, même si c'est un prétexte? On va le savoir dans les prochaines heures, j'imagine, peut-être pas. Malheureusement, c'est bien possible, parce que à chaque fois que Trump a eu le choix entre une thèse russe et une thèse venant même de ses services, rappelons-nous ce qui s'est passé à Helsinki. À Helsinki, il a dit « Moi, j'ai pas de raison de mettre en doute ce que me dit le président Poutine. » Et en disant cela, il mettait en doute ce que lui disaient ses services. C'est gravissime. Et là, on risque d'avoir, d'ici quelques heures ou demain matin, j'ai pas de raison de mettre en doute ce que me dit le président Poutine, c'est-à-dire qu'il y a des drones qui ont failli détruire sa résidence. Je crains beaucoup que ça aille dans ce sens-là. Alors, d'ailleurs, qu'il le croit vraiment ou qu'il fasse semblant de le croire, parce que c'est aussi peut-être... bien entendu, puisque l'objectif, c'est de faire du business avec Poutine. Donc l'objectif reste le même. Sergueï Barkomenko, vous êtes toujours en ligne avec nous. Je rappelle que vous êtes journaliste russe indépendant. Est-ce que, comme je le disais, finalement, malgré la véracité ou la non-véracité de cette attaque, est-ce que le mal est fait pour Volodymyr Zelensky? Oui, bien sûr, le mal est fait. Surtout parce que ça donne une possibilité, un prétexte au président Trump aussi, de prendre encore une fois la position de Poutine. Il faut être réaliste. Le président Trump est le représentant de Poutine pendant ces négociations. Il n'est pas un intermédiaire. Il n'est pas quelqu'un qui est balancé. Il n'est pas quelqu'un qui est neutre. Il représente la position de la Russie. Et il cherche à avancer la position de la Russie. Donc ça donne à Trump encore une possibilité de se mettre à côté de Poutine, de participer à sa propagande et d'exercer encore plus de pression sur Zelensky. C'est ce qu'il fait tout le temps en racontant des blagues absolument extraordinaires et invraisemblables sur la bonne volonté de Poutine. Il va continuer, vous allez voir.
parce que c'est son représentant, parce que c'est son valet pendant ces négociations. Il faut être réaliste, il faut voir ça. C'est tragique, mais c'est ça. Il est absolument une marionnette de Poutine là. Et Poutine va s'en servir, sans doute. Et il va utiliser cette possibilité de se servir de président américain pour exercer encore plus de pression sur Zelensky. On vous écoute tous autour du plateau et quand j'écoute également Sergueï Pargomenko, on a l'impression que cette information de cette attaque prétendue de la résidence officielle de Vladimir Poutine, finalement, elle n'est destinée qu'à Donald Trump. On pourrait croire que ce serait pour sensibiliser l'opinion internationale, pour essayer de renverser un petit peu le cours des choses. En fait, selon vous, c'est une information, c'est un message uniquement destiné à Donald Trump pour peser dans les négociations. C'est une façon, en effet, de torpiller le début de négociations en cours. Et la suite, en plus, qui était annoncée, parce qu'à la sortie de la réunion de Mar-a-Lago, il y a des clauses de rendez-vous, des groupes qui devaient se mettre en place, de discussions avec les Européens. Et donc, c'est vrai que ça torpille cette volonté d'aller vers la paix. Alors, pour Donald Trump, c'est quand même une très mauvaise nouvelle parce que quand on l'entend sur le perron là, de Mar-a-Lago dire « mais oui, je crois vraiment que la négociation est possible et que Vladimir Poutine est de bonne volonté », si demain, en effet, ses services lui font la démonstration inverse et que vraiment il s'agissait d'une manipulation, ça va être très compliqué pour Donald Trump, qui est déjà un peu victime d'un procès en naïveté vis-à-vis de Vladimir Poutine, de faire un rétropédalage. C'est pour ça qu'en fait le mal est fait déjà, parce que pour Donald Trump, on se dit qu'il a peut-être plutôt intérêt à valider, et tant pis, cette version russe. En tous les cas, c'est ce que semble dire Outchakov, le conseiller diplomatique de Vladimir Poutine. Parce que pour lui, c'est assez compliqué de donner l'impression qu'il se laisse balader en permanence par Vladimir Poutine. On sait que de temps en temps, il a dit je commence à en avoir assez. On l'a vu cette année, à un moment, essayer d'hausser un peu le ton, pour après, finalement, revenir dans la négociation avec un prisme plutôt favorable à Moscou. Donc oui, Zelensky a quand même du souci à se faire, et c'est pour ça qu'il essaye de réagir et d'éteindre l'incendie immédiatement pour ne pas laisser prise. On sait que Zelensky a aussi eu Witkoff et Jared Kushner, donc les deux émissaires de Donald Trump là, ces dernières heures. Il a peut-être aussi été question de cette affaire. Il y avait Zelensky, il y avait Umerov, qui est le conseiller qui suit ces négociations pour l'Ukraine. Et donc il y a vraiment une volonté ukrainienne tout de suite d'essayer d'imposer son récit. Mais c'est vrai que Donald Trump, là, on aurait vraiment envie de l'entendre, parce que pour lui, qui disait non, mais je crois parfaitement que Vladimir Poutine est de bonne volonté, cette annonce-là, elle vient quand même faire exploser un peu toutes ces certitudes. Alors justement, on va écouter une autre déclaration hier de Donald Trump qui a beaucoup fait réagir et qui en dit beaucoup également sur la relation qu'il a avec Vladimir Poutine. Il est interrogé par un journaliste présent à Mar-a-Lago sur la position de Vladimir Poutine quant à trouver un accord de paix, en tout cas trouver un futur accord de paix avec l'Ukraine. Et il le dit formellement, vous allez l'entendre, que oui, Vladimir Poutine aimerait bien le succès de l'Ukraine, et regardez surtout au même moment la réaction du président ukrainien qui est juste à côté. Les Russes vont aider. La Russie veut que l'Ukraine ait du succès. Même si ça paraît un peu bizarre de dire cela aujourd'hui. Le président Poutine a été très généreux dans ses sentiments envers l'Ukraine, y compris concernant l'appui en soutien énergétique, en énergie et en gaz, avec un prix pour l'Ukraine très avantageux. Bon, on sent que Volodymyr Zelensky il se retient un petit peu de dire mot, mais ça en dit beaucoup également quand même, encore une fois, sur la relation de Donald Trump et Vladimir Poutine. Oui, c'est intéressant parce qu'au mot de Donald Trump, Vladimir Poutine réagit avec ses sourcils et puis avec un rictus. Volodymyr Zelensky, réagit avec en haussant ses sourcils et avec une sorte de rictus. Mais évidemment, il ne peut pas reprendre la parole et dire le contraire de ce que dit Trump, puisque hier c'était aussi une séance de séduction réciproque. Donc il fallait s'en tenir à ce scénario. Mais pour entendre ces paroles de Trump, ça a dû être très dur pour Volodymyr Zelensky, en effet, que Poutine ne lui veut que du bien et veut aider l'Ukraine.
puisque c'est évidemment tout le contraire. Alors 17h48 sur LCI, bien sûr, si vous nous rejoignez, édition spéciale, puisqu'évidemment on vous rappelle cette déclaration de Moscou, cette déclaration de Sergueï Lavrov, le ministre des Affaires étrangères, qui annonce qu'une des résidences officielles de Vladimir Poutine a été attaquée dans la nuit par des drones ukrainiens, 91 drones ukrainiens précisément, des drones qui auraient été détruits sur une des résidences comme celle-ci du président russe. La réaction, une autre réaction qui vient de nous parvenir, c'est celle de Yuri Uchakov, encore une fois le Sherpa, je ne sais pas comment on peut appeler ça autrement, de conseiller diplomatique de Vladimir Poutine, sur la nature des négociations qui va changer dans ces prochaines heures. La position de la Russie sera naturellement réexaminée. Les Américains doivent faire preuve de compréhension compte tenu du terrorisme d'État perpétré par Kiev. La partie russe ne peut pas agir autrement. Là, encore une fois, c'est un message à destination de Donald Trump, colonel Goya. Oui, alors, ça tombe bien. Ça tombe bien, on ne voulait pas de toute façon. Donc là, on a un magnifique prétexte. Et que soit vrai ou faux, de toute façon, d'abord, Donald Trump ne s'embarrasse pas forcément toujours de la vérité. Ça, c'est clair. Et donc, il choisira la version qui l'arrange. De toute façon, dans ce genre d'affaires, il y a toujours un doute qui persistera. Il y a eu des affaires précédentes, et rappelez-vous le barrage de Nova Kakhovka qui explose en juin 2023. Voilà, regardez, les Ukrainiens ont bombardé le barrage de Nova Kakhovka sur le Dniepr. Bon, évidemment, c'était les Russes, c'était évident. Quelques temps plus tôt, la prison de Venivka, remplie de prisonniers ukrainiens qui brûlent. Fait des dizaines de morts. Regardez, les Ukrainiens ont lancé une attaque sur leurs propres prisonniers. Bien évidemment, c'était faux. Mais malgré tout, vous avez des relais qui vont reprendre ces versions intégralement, qui vont peut-être en inventer d'autres, qui vont peut-être dire, voilà, des Ukrainiens qui ont fait ça pour provoquer les Russes, sachant que les Russes en prendraient prétexte, les Ukrainiens qui voulaient torpiller les négociations, mais pas le faire franchement eux-mêmes, ont utilisé ce stratagème pour obliger les Russes à le faire à leur place. Vous aurez plein de versions, ça restera toujours, alors que globalement, plus on y réfléchit et plus quand même ça paraît très largement bidon. Alors vous parlez souvent d'un prétexte et évidemment les éléments nous arrivent au compte-gouttes. Et là il y a Volodymyr Zelensky qui a réagi une nouvelle fois et qui évoque de futures attaques. En tous les cas, il émet l'hypothèse d'un prétexte pour de futures attaques contre l'Ukraine. Écoutez-le. Les responsables russes ont déclaré qu'ils sélectionneraient des cibles appropriées, ce qui signifie qu'ils nous menacent. Je pense qu'aujourd'hui, le président Trump et son équipe, ainsi que les Européens, doivent s'impliquer et mener à bien le travail nécessaire avec les personnes qui ont déclaré hier vouloir vraiment mettre fin à la guerre. On est vraiment dans un jeu de poker menteur. Anne Toulouse, c'est Donald Trump, en fait, ce soir, qui est sous pression. Oui, Donald Trump s'est toujours présenté comme le pivot de ces négociations. Il l'a dit lui-même, rien ne se fera sans moi. Donc, il assume tout de même, et ça doit quand même un peu le faire réfléchir, l'échec de cette paix. On parlait tout à l'heure des relations de Donald Trump avec Poutine, mais il faut voir aussi ses relations avec Zelensky, parce que dès le début, ils ne pouvaient pas le souffrir. Ils ont eu des rapports extrêmement mauvais, puisque en 2019, alors que Zelensky arrive au pouvoir, Donald Trump lui téléphone et lui met en main un marché. Si vous voulez qu'on vous envoie des armes qu'on vous a promis, il faut m'envoyer un dossier sur la famille Biden. Et ça a très mal commencé entre eux. Et la personnalité de Zelensky, tout ce qui déplaît à Donald Trump. Imaginez, c'est quelqu'un qui se moquait des présidents avant de devenir lui-même. C'est un humoriste, c'est quelqu'un qui est dans la dérision. Donc, Donald Trump se moquait aussi pas mal aussi des présidents lorsqu'il était... Oui, mais c'était pas un humoriste. Enfin, ou alors j'ai mal perçu certains aspects de son caractère. C'est pas... Donc, il n'y a pas d'atome crochu du tout. Et c'est cette espèce d'empêcheur de tourner en rond, alors qu'on pourrait, entre gens raisonnables, donner la moitié de ceci, la moitié de cela. Il aborde ça comme un deal, alors que pour les Ukrainiens et même pour les Européens, c'est quelque chose de vital. C'est comme je le disais, les gens ne parlent pas le même langage des deux côtés. Et les Américains, malheureusement, sont quand même très engagés. Je parle de l'opinion américaine. Elle n'est pas contre qu'il y ait un accord économique qui bénéficierait au pays. Magali Barthès, est-ce que la pression ce soir, elle est sur Donald Trump ?
En tous les cas, on va certainement guetter avec beaucoup d'attention les mots qu'il aura à l'issue de son rendez-vous avec Benjamin Netanyahou, qui, ça y est, c'est son tour, est reçu à Mar-a-Lago tout à l'heure, parce que lors de la conférence de presse, la question lui sera certainement posée. Là, Donald Trump a un véritable problème parce que sur le site de la Maison-Blanche, encore aujourd'hui, il mettait une vidéo montrant en effet à quel point c'était le faiseur de paix de l'Ukraine en reprenant les meilleurs moments de sa rencontre avec Zelensky. Et là, patatras, tout s'effondre et les Russes accusent les Ukrainiens d'avoir cherché à éliminer et à viser la résidence de Poutine. Maintenant, la question, c'est quelles conséquences Donald Trump lui en tire ? Quel est des deux camps celui qui l'écoute ? Est-ce que, comme le dit Outchakov, le conseiller diplomatique de Poutine, Donald Trump va valider la version du Kremlin, et en effet à ce moment-là, il va en tirer la conséquence que l'Ukraine ne veut pas la paix et que il a été joué. Ou alors, est-ce que les services de renseignement américains ont des informations et peuvent démontrer, en effet, à Donald Trump, qui les écoutera ou pas, que tout ça est une manipulation de la Russie pour justement torpiller les négociations. Dans les deux cas, c'est un problème parce que ça veut dire que son fameux plan de médiation, aujourd'hui, a quand même beaucoup de plomb dans l'aile. Parce qu'on voit mal, après ces déclarations russes, comment la négociation va pouvoir reprendre selon le timing qui avait été annoncé, c'est-à-dire une rencontre avec les Européens à Washington et la délégation ukrainienne, voire même avec des groupes ukraino-russo-américains qui discuteraient ensemble des points les plus épineux. Là, aujourd'hui, par rapport à la conférence de presse il y a quelques heures de Mar-a-Lago, on se dit que un monde déjà vient de s'écouler. Alors justement, on est en direct de Floride à Mar-a-Lago où nous attendons toujours Pierre Barmin qui a suivi les discussions hier, toujours avec nous. Pierre, Donald Trump, on l'a dit, n'a toujours pas réagi. On sait qu'aujourd'hui, il rencontre Benjamin Netanyahou, il a un programme chargé, mais est-ce qu'on peut s'attendre à un bousculement de programme pour le président américain quant à cette annonce ? Alors officiellement non, pas de bousculement, en tout cas pas de changement sur le programme initial. On sait que Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, est attendu maintenant dans un petit peu plus d'une heure ici à Mar-a-Lago pour rencontrer Donald Trump. Entretien officiel, notamment pour parler de la situation à Gaza et le cessez-le-feu qui est en cours, enfin cette guerre qui est arrêtée avec Gaza désormais. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de communication officielle qui a été faite de la part de la Maison-Blanche depuis hier soir. On sait simplement que la porte-parole a communiqué auprès de nos confrères de CNN en expliquant que Donald Trump avait eu un entretien téléphonique avec Vladimir Poutine, entretien téléphonique jugé positif selon la porte-parole de la Maison-Blanche. Je regardais encore il y a quelques instants le réseau social Truth de Donald Trump. On sait qu'il est habitué, il aime communiquer de cette manière sur son réseau social. Il n'y a toujours pas eu de communication à cet effet, toujours pas eu de communication officielle sur cette annonce russe. Ce que l'on peut dire également, c'est que normalement, lors de cet entretien de Donald Trump avec Benjamin Netanyahou ici à Mar-a-Lago en Floride, dans les prochaines minutes, en tout cas dans l'après-midi ici aux États-Unis, il devrait y avoir un échange devant la presse, une conférence de presse également. Sans doute que Donald Trump sera interrogé sur cette question ukrainienne et sur cette accusation russe. Donc on suivra bien évidemment avec attention dans les minutes et les heures qui suivent les prises de parole de Donald Trump. Pierre Barmin en direct de Floride, de Mar-a-Lago. Merci beaucoup Pierre. Alors évidemment, ça fait une heure à peu près qu'on a eu l'information maintenant de cette attaque annoncée par Moscou d'une résidence officielle de Vladimir Poutine. Je note quand même qu'il n'y a toujours pas d'images. On sait souvent que Moscou fournit très rapidement des images, vraies ou fausses d'ailleurs, d'attaques ou en tout cas d'événements comme ça. Sergueï Parkhomenko, vous êtes toujours en ligne avec nous. La première question qu'on se pose ce soir, très brièvement, ça fait une heure maintenant que cette annonce a été faite. Est-ce que selon vous, Donald Trump va pencher plutôt pour la version russe ou plutôt pour la version ukrainienne ? Il va pencher sur la version la plus facile pour lui, comme toujours. La version la plus facile, c'est la version russe. Et moi, je n'ai aucun doute qu'il va suivre les légendes et les contes de Vladimir Poutine et qu'il va se poser à côté de lui
et qu'il va engueuler encore une fois le côté ukrainien. C'est ce qu'il y a de plus facile, c'est ce qu'il y a de plus simple pour lui, de plus rapide, et c'est ce qu'il fait tout le temps, sans cesse, et il va le répéter encore une fois. Merci beaucoup, Sergei Pargomenko. Je rappelle que vous êtes journaliste russe indépendant. Vous êtes d'accord avec Sergei Pargomenko sur ce plateau ? Oui, malheureusement, je suis d'accord que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça va être probablement l'inclination du président Trump. Mais cela dit, il y a quand même un correctif, c'est que Trump se voit toujours en faiseur de paix. Et le fait qu'il accueille ce soir Netanyahou pour passer à la deuxième phase de l'accord, c'est celle où il pourrait y avoir des troupes internationales sur le territoire de Gaza. Et Witkoff avait travaillé sur un schéma semblable pour certaines parties de l'Ukraine, avec peut-être même des troupes internationales sur la partie de l'Ukraine que les troupes russes n'ont pas pu conquérir et que les Russes veulent cependant annexer. Cette fameuse zone économique. Donc l'analogie risque finalement, paradoxalement, de fonctionner dans le sens de la poursuite de la négociation. Bon, on va suivre ça bien sûr sur LCI. Merci d'être avec nous.